Oui, bonjour. Donc, je suis la députée de la circonscription d'Iberville. Je suis en compagnie de mes collègues, le député de Saint-Jean, ainsi que mon collègue député de Verchères, responsable du dossier de la sécurité civile. Et nous sommes ici pour réagir au point de presse du ministre Duthil de la Sécurité publique, qui vient d'annoncer des mesures qui ont déjà été annoncées aux sinistrés sur place, mais qui a pris l'occasion aujourd'hui de expliquer la bonification du programme d'aide aux sinistrés. Et on est très heureux de l'ouverture du ministre parce que le premier ministre nous avait dit, lorsqu'il est venu jeudi dernier à Saint-Jean-sur-Richelieu, qu'à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Donc, le gouvernement fait donc une ouverture pour bonifier le programme, mais c'est clair pour nous que ce n'est pas assez actuellement et que quand on constate sur le terrain les dégâts, on voit bien l'ampleur de ce qui se passe sur le terrain et il faudra vraiment que cette ouverture-là de la part du gouvernement Charest continue parce que les prochaines semaines vont nous révéler l'ampleur des dégâts. Donc, je laisserai peut-être la parole à mes collègues pour quelques ajouts ou compléments et après ça, on pourrait répondre à vos questions. Donc, effectivement, c'est toutes les, disons, avec la situation qu'on a des inondations dans notre circonscription, toutes les bonnes nouvelles sont les bienvenues en ce moment. Mais on peut force est de constater que si on se promène dans les quartiers touchés, comme exemple Saint-Eugène ou l'île Sainte-Thérèse ou même à Saint-Blaise-sur-Richelieu dans ma circonscription, mais une valeur de 150 000 pour une maison qui pourrait être perte totale, c'est nettement insuffisant. Donc, c'est déjà un plus dans la bonne direction, mais maintenant, il faudra s'assurer aussi de voir pour les citoyens, mais aussi pour l'accompagnement des municipalités qui ont des budgets très limités. Dans le cas de Saint-Blaise-sur-Richelieu, qui a un petit budget, de voir la part énorme des dépenses qui sont liées au sinistre qui est présent des inondations, de voir cette aide-là gouvernementale, il faudra voir la bonification du gouvernement, mais force est de constater qu'en ce moment, ce n'est pas suffisant. Donc, il faut avoir aussi une pensée pour nos sinistrés qui sont en ce moment en train de travailler à faire en sorte que de protéger le plus possible leur résidence, leurs biens. On travaille toute notre vie pour leur maison. Donc, aujourd'hui, pour eux, d'avoir une bonification, c'est une bonne chose, sauf que c'est pas suffisant, comme on l'a pu constater dans les rencontres avec nos citoyens. Bien, très brièvement, puisque je pense que tout a été dit jusqu'à présent, là, on nous faisait remarquer que lors du Grand Verglas en 1998, le gouvernement avait assumé l'ensemble des dépenses des municipalités qui avaient été sinistrées à ce moment-là. Alors, c'est clair qu'il y a il y a une pression au niveau financier sur les municipalités, puis que les attentes à l'égard du gouvernement sont très élevées. Alors, je réitère le message de mes deux collègues. C'est sûr que ce qui a été annoncé aujourd'hui constitue certes une très bonne nouvelle qui est accueillie avec ouverture de notre part, mais le message que nous voulons transmettre au gouvernement, c'est que les attentes sont grandes, les besoins le sont tout autant et qu'il faudra effectivement penser à une bonification, une nouvelle bonification des programmes annoncés tant pour les citoyennes, les citoyens, que pour les municipalités. J'en reviens à ce que disait le premier ministre et ce qu'a évoqué mon collègue de Saint-Jean. Lorsque le premier ministre disait, ma collègue d'Iberville, dis-je, lorsque le premier ministre disait à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, bien, on est dans cette situation-là maintenant. Alors voilà. Le Québec n'est quand même pas un puits sans fond. À un moment donné, l'aide est quand même là. Ils ont bonifié 50 000 $ de plus pour le dédommagement des résidences, etc. Est-ce que c'est pas quand même suffisant? Vous attendez à qu'est-ce que vous voulez de plus? Bien, ce que je m'aperçois, entre autres, je peux vous parler dans la circonscription d'Iberville, les municipalités, ce sont des municipalités rurales avec des petits nombres de populations, mais qui sont très touchés. On parle dans certains endroits, presque tout le monde a été évacué. Si on parle de Noyant, si on parle de Venise en Québec. Et donc, la municipalité a dû
assumer énormément de frais. C'est pas avec des gros budgets municipaux et ils sont plafonnés au niveau de l'aide gouvernementale. Et écoutez, la proportion de leur budget municipal par rapport aux dépenses qu'ils ont dû faire en urgence pour protéger leur population, et on reste toujours dans le but qu'il faut protéger la population. Ils l'ont fait de bonne foi, mais ils voient pas comment ils vont assumer la facture, même avec ce qui est annoncé, là. Vous parlez de l'aide aux municipalités directement, pas de l'aide aux citoyens. On parle de... Ben là, je vous donne un exemple en réponse à votre question, parce que les citoyens, oui, ont une aide, ainsi que les municipalités. Le programme couvre tous les sinistrés, que ce soit des citoyens ou des municipalités. C'est déjà prévu dans le programme, mais le constat que moi je fais dans les municipalités rurales, les petites communautés qui sont très affectées actuellement, assument actuellement des dépenses qu'elles ont fait dans l'urgence de la situation où souvent le conseil municipal était lui-même inondé ou sinistré. Donc, ils ont pris un ensemble de mesures pour protéger leurs citoyens, mais ils sont pas capables d'assumer et le programme ne prévoit pas ça pour l'instant. Donc, c'est sûr que moi, j'avais déjà demandé à M. Duthil, le ministre de la Sécurité publique, d'intervenir pour aider à un niveau supérieur, donc les municipalités rurales qui sont touchées, et on le constate là, il va y avoir des suites par rapport à ça, et on sait aussi qu'il y aura une opération majeure de nettoyage qui devra être faite sur tout le territoire, et ça, ben, ça va prendre des semaines, ça va entraîner d'autres coûts. Prenons, si je peux me permettre, prenons un exemple concret. Il a fallu fermer des routes. Le ministère des Transports a offert aux municipalités des blocs de ciment pour fermer les routes. Les municipalités, dans la hâte, alors que les conseillers, les hauts fonctionnaires de ces municipalités étaient eux-mêmes sinistrés, ont dit, ben oui, amenez-les vos blocs de ciment. Mais le problème, c'est que le gouvernement ne rembourse pas les achats des municipalités qui vont pouvoir être réutilisés par la suite. Alors, dans le cas qui nous intéresse, le bloc de ciment, comme il pourra être réutilisé par la suite, ne peut être remboursé par le gouvernement. Donc, le gouvernement vend aux municipalités des blocs de ciment et non, et ils seront pas remboursés. Par contre, si les municipalités avaient loué ces blocs de ciment, probablement à un coût supérieur, là, on aurait pu leur rembourser. Alors, on se retrouve dans une situation un peu kafkaïenne où les municipalités vont devoir assumer des déboursés élevés qui, s'ils avaient eu davantage de temps puis dans des conditions meilleures, des dépenses qu'ils n'auraient pas effectuées de cette façon-là ou qu'ils n'auraient pas effectuées du tout. Donc, c'est ce genre de situation concrète-là qu'on demande au gouvernement d'examiner pour traiter les municipalités avec équité et traiter également les citoyens avec équité. Là, dans le cadre du programme actuel, un citoyen qui a une maison d'une valeur de 90 000 $ par exemple, au niveau des dépenses réelles, pourra virtuellement voir sa maison être reconstruite à neuf. Puis un citoyen qui a une maison d'une valeur de 300 000 $ avec des dépenses réelles ne pourra pas voir sa maison reconstruite à neuf. Or, dans plusieurs cas, le ministère exige que les maisons soient rasées. Donc, il va falloir un ajustement, puis dans un souci d'équité et de telle sorte de pouvoir répondre aux besoins et aux attentes qui sont élevées des citoyennes et des citoyens et des municipalités. Est-ce que la responsabilité... ça coûte combien, un bloc de ciment? Est-ce que c'est un coût qui est vraiment mineur, marginal, ou c'est vraiment un coût J'ai pas le coût précisément, mais c'est un exemple, juste pour illustrer le fait que on se retrouve dans une situation où, moi, je veux dire, je suis conseiller municipal ou je suis maire d'une municipalité, le ministère m'appelle puis il dit écoute, on vous envoie des blocs de ciment pour barrer les routes. Ben oui, amenez-les vos blocs de ciment. Mais si j'avais eu le temps de me renseigner, puis si j'avais su que ces blocs de ciment-là, si je les avais loués plutôt qu'achetés, on me les aurait remboursés. Pas sûr que j'aurais pris la même décision, mais là, évidemment, ils sont dans les pires conditions possibles et imaginables, eux-mêmes sinistrés, ils doivent réagir rapidement. C'est ce genre de situation-là qu'il faut essayer de prendre en considération de la part du gouvernement. Ça peut avoir l'air dur, mais est-ce que la responsabilité du gouvernement ne doit pas s'arrêter quelque part? Et dans ce cas-ci, pour les personnes, ça s'est arrêté à 150 000 $, ce qui est mieux que le 100 000 qui était prévu. C'est la raison pour laquelle mes collègues et moi vous disons
que nous accueillons avec grand soulagement et avec grande ouverture les mesures annoncées aujourd'hui. C'est effectivement très positif, très constructif et nous l'accueillons favorablement. Là n'est pas la question. N'allez pas croire que notre intervention vise à critiquer l'intervention d'aujourd'hui de la part du gouvernement. Bien au contraire. Ceci dit, comme le disait le premier ministre, c'est une situation exceptionnelle, ça nécessite des mesures exceptionnelles et peut-être faut-il évaluer, envisager la possibilité de bonifier encore davantage. Puis est-ce que ça doit être nécessairement au niveau de la valeur? Je le sais pas, mais sur le terrain, puis peut-être que mes collègues seront mieux placés que moi pour en parler, mais il y a lieu effectivement d'évaluer la possibilité de bonifier les mesures annoncées aujourd'hui, tant pour les citoyens que pour les municipalités. Compte tenu que l'exceptionnel, si vous me permettez, M. Bergeron, compte tenu que l'exceptionnel est en train de se produire de façon un peu de moins en moins exceptionnelle, plus on va rendre un programme généreux, plus à un moment donné, on va avoir à débourser. Là. On n'est pas, comme je vous le répète, le gouvernement n'est pas un puits sans fond non plus. Là. Ben, moi, j'aimerais aussi rappeler toute la question des retombées économiques qui, malheureusement, n'étaient pas, c'était pas prévu, puis malheureusement, elles auront lieu, là. Les gens qui devront faire des travaux de rénovation majeurs pour refaire toutes leurs propriétés, c'est de l'argent qui va retourner dans la collectivité. Donc, les taxes et les impôts que le gouvernement va percevoir de ces travaux-là, il faut aussi les compter. Et ces travaux-là n'auraient pas eu lieu, et les gens ne les souhaitaient pas, mais là, ils sont contraints de les avoir. Et quand l'habitation, c'est quand même un besoin essentiel. Et on comprend qu'on ne demande pas de reconstruire des châteaux. Sauf que des gens ont des maisons, des propriétés, ont travaillé toute leur vie pour acquérir ces biens, leurs meubles, leurs vêtements, etc. Et là, du jour au lendemain, ces gens-là ont perdu une bonne partie de leur propriété. Et de voir 150 000, c'est pas 150 000, là, parce que c'est quand même 80% de 150 000 qui est remboursé. Donc, de voir ce montant-là dans certaines régions, notamment dans la région du Haut-Richelieu, bon, on le voit avec les propriétés qui sont là, c'est nettement insuffisant. C'est déjà mieux que 100 000, mais c'est quand même insuffisant. Sujet, monsieur, Je voudrais juste rajouter, je m'excuse, mais aussi quand je parlais des municipalités rurales, un exemple, par exemple, c'est que le fait que l'armée est arrivée jeudi dernier, les municipalités, entre-temps, on est au jour 18 actuellement des inondations. Les municipalités rurales n'ont pas de service de police. C'est la Sûreté du Québec qui assume la protection. Et ils n'ont pas de service de pompiers non plus, qui sont la première ligne de secours. Donc, c'est des pompiers volontaires qui touchent plusieurs municipalités. C'est les municipalités dans le but qui était de protéger les citoyens sinistrés. Et là, on ne parle pas juste des riverains, parce que si on regarde sur le terrain, on s'aperçoit que ça s'étend sur 1 kilomètre, 2 kilomètres dans certains cas dans mon coin. C'est des gens qui sont très loin du Richelieu, là, qui sont actuellement inondés. Mais les municipalités ont fait faire du temps supplémentaire à la Sûreté du Québec, aux pompiers volontaires, et ils ont la facture à assumer là actuellement. Là. Et je pense que c'était tout à fait correct comme décision dans l'optique où c'était absolument nécessaire de protéger les citoyens, mais si s'il n'y avait pas eu la vaste hésitation qu'on a connue face à l'armée, l'arrivée de l'armée, ben les municipalités rurales n'auraient pas cette facture-là actuellement assumée. On a perdu 48 heures, comme il faut, là, parce que la demande a été adressée le 2 mai. On y a répondu seulement. Donc pourquoi, selon vous, le gouvernement est blâmé pour avoir tardé à faire venir l'armée, c'est ça? Moi, j'ai parlé avec le cabinet du ministre de la Sécurité publique le 29 avril. Pour demander l'intervention de l'armée. Mon collègue Stéphane Bergeron a parlé avec le cabinet du ministre et le ministre lui-même le 2 mai. Les municipalités de ma circonscription, notamment Saint-Blaise-sur-Richelieu, demandaient l'intervention de l'armée bien avant, dans le comté de Marie-Bouillé aussi. Et le premier ministre, suite à l'intervention de Mme Marois ici à l'Assemblée nationale, le premier ministre a annoncé l'intervention de l'armée le 4 mai. Et l'armée est arrivée sur le terrain le 5 mai. Donc, entre le 29 avril et le 5 mai, qu'est-ce qui s'est passé? L'armée n'était pas là et l'eau a monté. Et les dommages sont beaucoup plus grands suite à cette intervention-là. Parce que dans un sinistre, comme dans le cas des inondations, c'est une course contre la montre. Parce que d'heure en heure, le niveau d'eau montait d'environ 2, 3, 4 cm par heure dans certains cas, certains moments. Donc, plus vite qu'on avait des sacs de sable pour colmater, faire en sorte que l'eau ne rentre pas dans les maisons, mais on protégeait davantage les résidences des gens. Donc, il y aurait eu moins de dégâts liés
aux propriétés des gens si l'armée avait intervenu avant. Et c'est pas parce que l'armée ne voulait pas intervenir. Là. On avait des démarches avec l'armée, puis les gens même de la garnison de Saint-Jean étaient prêts à intervenir, ou du moins les réservistes des forces armées, parce que la force tactique, c'est une chose de l'armée, mais il y a aussi les réservistes de l'armée qui auraient pu intervenir. Et ces gens-là étaient prêts à intervenir, mais ça prenait une demande du gouvernement du Québec qui n'est pas venu, ou du moins qui est venu un peu trop tard. Le gouvernement savait, à la lumière des informations qu'il possédait, savait que ça s'en allait vers cette situation. Bien, nous, on a sonné l'alarme le 29 avril. Et mon collègue Stéphane Bergeron aussi. Donc, si les municipalités, qui sont les responsables des mesures d'urgence locales, et nous, ce qu'on nous a dit au cabinet du ministre, c'est les municipalités qui s'occupent des mesures d'urgence locales, c'est eux qui sont à même de voir les besoins. La municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu, le maire m'a demandé à plusieurs reprises l'intervention de l'armée. Dans le comté de Marie-Bouillé, la même chose. Donc, si les maires qui sont responsables des mesures d'urgence nous ont fait la demande, c'est parce qu'on avait vraiment besoin de l'armée. Si je peux me permettre, juste deux petits ajouts par rapport à ça. D'abord, le cabinet nous a dit le 2 mai, puis probablement que le même message a été transmis un peu plus tôt, mais le 2 mai, on nous a dit, on nous annonce 5 jours de pluie, l'eau va continuer à monter. Donc, on était tout à fait conscient du côté du ministère de la Sécurité publique que le problème allait s'aggraver. Et quand j'ai parlé au ministre lui-même, j'ai insisté sur le fait que le maire de Saint-Blaise demandait l'intervention de l'armée et que le major Auger de la réserve était tout à fait disposé à mettre ses troupes à disposition. Le ministre m'a dit, si le maire de Saint-Blaise insiste beaucoup, on pourra évaluer la chose. Je lui ai dit à ce moment-là, considérez que le maire de Saint-Blaise insiste beaucoup. Et ça aura pris 48 heures, suite à une question de Mme Marois, pour que le gouvernement nous annonce enfin qu'on allait demander l'armée, qui est arrivée le lendemain et qui n'a pas été opérationnelle avant quelques heures, encore après être arrivé sur le terrain. Donc, on a perdu des heures précieuses, je le déplore, et ça aura probablement contribué à ce que les dégâts soient plus importants, malheureusement.